Avez-vous des questions sur ce que nous venons de voir? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bien conscient que cette terminologie paraît extrêmement, peut vous sembler nouvelle, un petit peu difficile à manier. Ça demande un petit peu d'habitude de relire ça au calme, et vous verrez, ça n'est pas aussi complexe que cela peut sembler de prime abord. On va cependant, s'il n'y a pas de questions, entrer dans un certain nombre de complexités qui n'apparaissent pas forcément à première vue. Alors, ce que je vais faire là, pour terminer cette réflexion sur la notion d'icône et d'iconicité, c'est d'une part vous montrer le lien avec la perspective analogique, c'est-à-dire on va voir en quoi la question de l'iconicité touche la question de l'analogie, mais ça, bon, je passerai assez rapidement. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est l'idée que je vais argumenter ici, que le concept d'icône qui est utilisé par les linguistiques contemporaines, comme Olga Fischer, dont j'avais donné des citations la dernière fois, ou John Hyman, qui est un auteur un petit peu dans la même perspective. Le concept d'iconicité ou d'icône qu'ils utilisent et qu'ils utilisent en tant qu'il est emprunté à Peirce ne correspond pas en fait au véritable, si j'ose dire, concept peircien d'icône, mais correspond à un autre concept chez Peirce qui est non pas le concept d'icône, mais celui d'hypo-icône. Alors, c'est cela que je voudrais vous expliquer dans les minutes qui vont suivre, avant qu'on revienne à des choses plus simples. Alors, là, je prends un petit extrait d'un article qui a été publié l'année dernière dans le Français moderne, dans un article intitulé précisément, un article que j'avais intitulé « L'iconicité comme problème analogique ». Une similarité, donc cette citation est un commentaire sur cette idée que j'ai suggérée tout à l'heure, selon laquelle donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal chez l'icône, dans l'icône, parce qu'elle est d'un côté une priméité, de l'autre une secondéité, en tant qu'elle est relation signe-objet. Donc ça pose un petit problème, et c'est ce problème-là qu'on examine ici. Une similarité implique deux éléments. La similarité, je veux dire, celle de l'icône. Hein. Il y a donc une tension paradoxale dans la définition de l'icône, puisqu'elle appartient à la catégorie de la priméité. Ça, on l'a bien vu. Hein. L'icône appartient à la catégorie de la priméité, hein, tout en impliquant une secondéité. La secondéité de la relation signe-objet. Cette tension est un autre aspect de l'icône comme cas dégénéré. Alors, en fait, chez Peirce, l'icône apparaît comme un cas dégénéré, ce qu'il appelle un cas dégénéré, mais au sens mathématique du terme. Hein, au sens où, par exemple, en mathématiques, on va considérer qu'un cercle, c'est le cas dégénéré d'une ellipse. Tout simplement parce que les variables sont dans une position particulière, c'est un cas limite, en fait. L'idée de cas dégénéré, ça veut dire cas limite, si vous voulez, pour simplifier. Mais si on illustre le concept d'icône, donc il y a bien dans cette tension quelque chose qui est clairement thématisé par Peirce lorsqu'il décrit l'icône comme cas dégénéré du signe. Mais le problème, c'est que quand on illustre le concept d'icône par des exemples comme le portrait ou la photographie, on ne voit pas, on perd de vue cet aspect paradoxal de la définition d'icône. Les exemples de ce genre, privilégiés dans la littérature linguistique sur l'iconicité depuis Jacobson, rendent bien compte du fait que l'icône a quelque chose à voir avec la similarité, mais ne rendent pas bien compte de la dimension de priméité. Donc vous voyez, l'icône, c'est similarité et priméité. Similarité, c'est facile à comprendre. Priméité, c'est plus difficile à comprendre. Pour percevoir cet aspect, donc, on peut chercher d'autres exemples chez Peirce, quand il essaie vraiment d'expliquer ce que c'est qu'une icône pure. Et une icône pure, une véritable icône, en quelque sorte, c'est quelque chose, c'est un signe dans lequel il y a une fusion du représentamen et de l'objet. J'ai écrit ici du signe et de l'objet, mais c'est signe au sens de représentamen. Alors,
Par exemple, donc, voici ce que dit Peirce, ce qu'écrit Peirce dans un texte de 1885. Le troisième cas est celui d'une relation duel entre le signe et son objet, lorsque la relation entre le signe et l'objet est dégénérée et consiste dans une ressemblance, une véritable ressemblance entre eux. J'appelle un signe. Alors, vous me direz après ce que vous trouvez drôle dans l'histoire. C'est quoi? Pardon? L'interprétation simultanée, je pense. Ah oui, d'accord. Je comprends. Oui, écoutez, oui, c'est plus simple que je vous le traduise directement en français plutôt que je vous le lise en anglais. Moi, je peux vous le lire en anglais si vous préférez, mais pour qu'on soit tous bien d'accord sur le sens du texte, je préfère le traduire approximativement, même pour être sûr que vous avez bien tous compris de quoi il s'agit. Donc, j'appelle un signe qui tient pour quelque chose en raison de la ressemblance qu'il a avec lui, une icône. Donc ça, c'est l'idée que l'icône est fondée sur la ressemblance entre le signe et le quelque chose, c'est-à-dire l'objet. Les icônes sont tellement dans une substitution complète par rapport à leurs objets qu'on peut à peine les distinguer d'eux. Donc c'est ça l'idée de la fusion de l'objet et du représentamen. C'est ainsi que sont les diagrammes de la géométrie. Un diagramme, en effet, quand il a une signification générale, n'est pas une pure icône, mais quand on est à l'intérieur de nos raisonnements, on oublie cette abstraction largement, et le diagramme est pour nous la chose véritable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je raisonne sur un triangle, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, bien sûr, le triangle en tant que signe, le diagramme, n'est pas une pure icône. Mais au fond, quand je fais des mathématiques et que je travaille avec des triangles, j'ai l'impression de travailler avec le concept même de triangle directement. J'oublie que le triangle est un signe du concept de triangle. Et je prends ce triangle que j'ai dessiné ou qui est dessiné devant moi comme l'objet même triangle, et plus comme un signe de l'objet triangle. Vous voyez ? Autre exemple, donné dans la suite de la citation. De la même façon, donc, lorsque je contemple une toile, une peinture, il y a un moment où je perds la conscience que ce n'est pas la chose. La distinction entre la réalité et la copie disparaît. Et à ce moment-là, c'est un pur rêve. Ça n'est ni une existence particulière, ni quelque chose de général. À ce moment, nous contemplons une icône. Donc vous voyez ce qu'est précisément l'icône pour Peirce. Vous êtes devant un tableau qui représente, je ne sais pas moi, un paysage maritime. Et vous contemplez ce tableau, et à un moment dans votre contemplation, vous êtes dans le paysage. Le tableau fait que vous êtes complètement projeté, vous êtes dans une sorte d'immersion fictionnelle, comme on dit parfois. Au fond, le concept d'immersion fictionnelle pourrait très bien être décrit comme à partir du concept d'icône. Vous êtes plongé dans quelque chose où, du coup, le signe se confond avec l'objet. On pourrait d'ailleurs, mais c'est une piste que je vais la mentionner, je ne vais pas du tout développer ce point, faire à partir de là toute une théorie de l'image pornographique, où typiquement le signe tient lieu d'objet. Mais enfin bref, je vous laisse imaginer la suite de ce raisonnement. Donc, ça n'est ni une existence particulière, ni quelque chose de général. Pourquoi il précise ça ? Eh bien, pour cette raison-là. Ça n'est ni quelque chose de particulier, ni qui a une dimension spatio-temporelle, ni quelque chose de général. C'est ni de la secondéité, ni de la tiercéité. C'est
autre chose. Et voyez à quel point le concept de priméité, qui est illustré au premier chef par le concept d'icône, est un concept subtil, complexe, et renvoie à une expérience des signes qui est une expérience très particulière. Et en tout cas, qui renvoie à quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec l'icône lorsque on considère l'icône dans la triade icône, symbole, index. Alors, pour retrouver cette notion d'icône qui est utilisée en linguistique, eh bien, on la retrouve à partir de la notion d'hypoïcône chez Peirce. Je lis donc ces deux petits extraits des Collected Papers ici. Un signe par priméité est une image de son objet. Et strictement parlant, ça ne peut qu'être une idée. Bon, je ne commente pas ce point, mais un signe peut être iconique. C'est-à-dire qu'il peut représenter son objet, principalement par sa similarité, quel que soit son mode d'être. Vous voyez, une icône, une priméité, ça ne peut qu'être une idée quand on la prend au sérieux, une pure idée. Et encore une fois, cette pure idée, vous pouvez vous l'imaginer à partir de cette expérience de la contemplation d'une image qui fait que s'abolit la séparation entre le signe et l'objet. Mais en fait, il y a une différence entre une icône et un signe iconique. Vous voyez ? Une véritable icône qui correspond à cet exemple donc, de la contemplation du tableau, et puis quelque chose qui n'est pas vraiment une icône, mais qui a un caractère de l'icône. C'est un signe iconique. Et là, ce signe iconique, il représente son objet, il est fondé sur l'idée de similarité, et quel que soit son mode d'être. Donc on oublie un peu la priméité. D'accord ? On oublie la priméité et on se concentre uniquement sur la similarité. Si on avait besoin d'un substantif, un représentamen iconique pourrait être appelé une hypoïcône. N'importe quelle image matérielle, un tableau, est largement conventionnel dans son mode de représentation, mais en lui-même, sans légende ou titre, il peut être appelé une hypoïcône. Donc, vous voyez la différence, elle est entre l'icône à proprement parler, qui est une chose très spéciale, et puis les signes iconiques, qu'on appelle aussi les hypoïcônes. Et c'est là où Peirce distingue, dans les hypoïcônes, le mode de priméité qu'il partage, si on veut, et soit ce sont de simples qualités, donc firstness, donc la priméité de la priméité, si vous voulez, ce sont les images, donc l'iconicité d'images qu'on a vu l'autre fois, ceux qui représentent des relations dyadiques entre les parties par des relations analogiques entre leurs... ceux donc qui représentent les relations d'une partie de l'objet avec des relations analogues de leur propre partie sont des diagrammes, donc ça c'était l'exemple WiniWidiWiki. Et puis il y a une troisième catégorie qui est peu commentée dans les littératures, qui est la métaphore, mais dans un sens assez différent du sens usuel de métaphore en stylistique ou en poétique. Donc vous voyez que la distinction entre iconicité d'image et iconicité diagrammatique, quand on regarde de près les textes de Peirce, elle est une distinction qui concerne non pas l'icône, mais l'hypoïcône. Alors, un dernier point, avant de conclure. Donc, vous voyez que aussi bien l'iconicité d'image que l'iconicité diagrammatique peuvent être mis dans la rubrique générale de l'analogie, comme la conceptualisation ou la catégorisation dont on a parlé dans des cas, dans des séances du cours précédentes. Et si on veut considérer les relations de similarité qui peuvent exister entre des signes, des signifiants, ou ESM, ça veut dire événements sensorimoteur, et puis des concepts ou des signifiés de l'autre, vous voyez, là j'ai des relations de similarité. Donc si j'ai une relation de similarité sur laquelle va se fonder un processus analogique, une relation de similarité entre des formes,
plus représentation, c'est-à-dire entre des signes, je vais avoir les régularités morphologiques, la motivation relative, au sens saussurien, ou l'iconicité c'est un type d'iconicité diagrammatique, si vous voulez, et c'est cela que je vais commenter tout à l'heure. Ensuite, si vous avez une similarité entre des représentations et des signes, vous avez l'iconicité de la dénomination. Vous vous souvenez, on a parlé de l'iconicité de la dénomination lorsque je vous ai expliqué que n'importe quelle formation, c'était à partir de Kléber, lorsque on pratique une affixation, on obtient un mot qui est plus que simplement, qui n'est pas complètement compositionnel au sens d'une compositionnalité stricte, mais qui ajoute un supplément sémantique. C'était l'exemple du potelet, vous vous souvenez. Donc, si j'ajoute un suffixe à poteau, comme un suffixe diminutif, eh bien, je vais obtenir quelque chose qui est différent d'un petit poteau. C'est ça l'iconicité de la dénomination. Et puis, l'iconicité proportionnelle, eh bien, c'est l'exemple de Weni Widi Wiki, par exemple. Ensuite, si j'ai des similarités entre des signifiants, je vais avoir, là, je vais pouvoir commenter les rimes, les paronomades, etc. Si j'ai une similarité entre des significations et des signifiants, j'ai une analogie qui est cette fois-ci hétérogène, parce qu'elle est entre deux choses différentes. Alors, c'est là qu'on a le symbolisme phonétique du type A petit, A grand, I petit, etc. Et puis enfin, ici, j'ai d'autres rubriques, dont celle-là qui nous intéresse, puisqu'on l'a vu en cours, la catégorisation, c'est-à-dire ici une similarité entre des concepts ou entre des représentations. Voilà, donc si vous voulez, ce tableau, il est intéressant parce qu'il regroupe, à partir du concept d'analogie, un certain nombre de phénomènes qui ont tous une dimension sémantique importante et qui sont fondés sur l'analogie au sens de processus fondés sur des similarités. Alors, qu'est-ce qu'on va dire donc pour conclure sur cette notion d'iconicité? Et après, on va revenir à la sémantique lexicale plus traditionnelle. On a vu donc que le concept venait de Peirce, qu'il fallait distinguer deux types d'icônes, les images et les diagrammes, l'iconicité d'image, l'iconicité diagrammatique, que le concept d'icône est un cas particulier de la typologie sémiotique de Peirce, typologie fondée sur l'articulation de trois catégories ontologiques, priméité, secondéité, tiercéité. Mais on a vu aussi, c'est ce que je viens de dire à l'instant, que le concept d'icône a aussi une autre signification, qui met en jeu beaucoup plus l'idée de priméité, et qui est liée à l'idée d'une fusion du représentamène et de l'objet. Et par conséquent, l'iconicité des linguistiques contemporaines correspond plutôt à ce que Peirce nomme les hypoïcones. Et enfin, ce que nous venons de voir, c'est que toute la problématique de l'iconicité peut être incluse dans la catégorie générale des processus analogiques. Alors, y a-t-il des questions? Bon, non, mais très bien, vous y réfléchirez à tout ça et vous pourrez poser des questions la semaine prochaine si vous voulez. Alors, j'aborde maintenant le dernier point de ce cours de cette partie sur la sémantique lexicale, parce qu'on est déjà à la moitié du semestre et j'avais prévu de parler de la sémantique lexicale, de la sémantique grammaticale, de la sémantique de la phrase, etc. Donc je pense qu'on ne va pas tout voir, ou alors j'irai très vite sur chaque autre cas, je ne sais pas, mais ça me paraissait essentiel de partir quand même de la sémantique lexicale qui est importante, enfin bref. Alors, maintenant, pour appliquer ce qu'on a vu sur la notion d'iconicité, c'est-à-dire que maintenant, quand on vous parlera d'icône, quand vous verrez passer la notion d'iconicité, vous, par rapport à d'autres étudiants, vous aurez un regard beaucoup plus approfondi, plus problématisé sur cette notion d'icône. Maintenant, à quoi elle est utile, cette notion d'icône, dans sa version assez standard en sémantique lexicale? Eh bien, elle est utile
pour parler du degré d'iconicité des unités lexicales, ce qui revient à parler de principalement leur transparence. Alors je reprends ici, dans cette dernière partie du cours, un passage du livre qui m'a servi de référence ici, Apotélose 2002, page 49-71. Alors Apotélose distingue deux phénomènes, et là je vais ajouter un troisième cas de figure intéressant. Il y a d'abord le problème des facteurs de l'iconicité. On parle uniquement ici d'iconicité diagrammatique. Alors, les facteurs qu'il faut prendre en considération pour analyser les degrés d'iconicité diagrammatique des unités lexicales sont la compositionnalité et la question de ce qu'il appelle l'étayage paradigmatique, la productivité des constituants et le problème de la transparence formelle lié à celui de la prégnance perceptive des morphèmes. Et ensuite, on peut s'interroger sur les causes qui font qu'une unité lexicale perd sa diagrammaticité. Elle devient moins iconique au sens de l'iconicité diagrammatique. Alors, les différentes causes qu'on verra sont les écarts entre le sens prédictible et le sens effectif, la pluralité des parcours dérivationnels, c'est-à-dire que pour un même mot qui comporte au moins deux morphèmes dérivationnels, préfixes ou suffixes, il y a parfois deux façons de comprendre le mot. On verra le cas des intégrateurs paradigmatiques, qui est un cas un peu particulier, où on peut se demander s'il y a un véritable morphème, et ça, ce sera Apotélose lui-même emprunte un certain nombre d'éléments de réflexion à Corbelin. La question de l'orphelinisation du dérivé, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans certains cas, on ne peut plus faire l'analyse en morphème parce que les bases n'existent plus dans l'état de la langue donnée, ou les affixes, et puis le cas des faux dérivés et pseudomorphèmes. Et j'ajouterais, ça n'est pas dans l'ouvrage d'Apotélose, mais ça me paraît important de le signaler ici, le cas de l'étymologie populaire qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qui recrée de la diagrammaticité ou de la motivation là où les autres facteurs tendent à la diminuer. Alors, premier facteur, donc j'aborde ce premier point, facteur de l'iconicité avec compositionnalité et étayage paradigmatique. Alors là, on va retomber sur des choses plus simples. Donc, vous voyez, je prends l'exemple de fort, de l'adjectif fort qui donne l'adverbe fortement. Je vous indique ici, c'est comme ça qu'il faudra procéder à l'examen, lorsqu'on vous interrogera sur ce genre de questions. C'est ainsi qu'on note les dérivations. Vous indiquez par exemple pour cette dérivation qui transforme donc à partir d'une base adjectivale qui fabrique un adverbe, vous indiquez entre crochets la base, adjectif pour dire qu'elle est adjectivale, vous ajoutez le suffixe et vous remettez des crochets pour dire que l'ensemble forme un adverbe. Donc adjectif fort plus aimant fait l'adverbe fortement. C'est ainsi que on vous demande de noter cela si vous êtes interrogé sur ce genre de problème à l'examen. Donc pour fort, fortement, aliment, alimentaire, vous avez cette fois-ci un non-aliment qui dérive un adjectif alimentaire, donc entre crochets aliment, indice, non, suffixation en R qui donne un adjectif. Pour drôle, drôlerie, vous avez cette fois-ci un adjectif qui est la base de la dérivation, drôle, avec un suffixe -eri qui va donner le nom drôlerie. Alors, le point ici que Apotélose nous invite à remarquer, c'est que cette possibilité de décomposition, le fait que je puisse décomposer fortement en fort et en aimant, n'est pas une propriété isolée du mot. Mais la possibilité de cette décomposition est liée à l'existence de deux ensembles, de deux paradigmes. Il faut que chacun des éléments de la décomposition existe dans une autre série. Alors, par exemple, ce qui légitime la décomposition de fortement en fort plus suffixe-ment, c'est l'existence d'autres occurrences du suffixement.
comme dans rapidement, lentement, etc. Donc fortement appartient à la série des adverbes en ment, hein, comme rapidement, lentement, etc. etc. D'accord ? Mais fortement appartient aussi à une série basée sur l'adjectif fort, hein, c'est-à-dire l'adjectif fort lui-même, ou encore un coffre-fort, si l'on veut. Mais au fond, là, il faudrait dire que n'importe quel emploi dans une phrase de l'adjectif fort, cet homme est fort, etc., correspond à un étayage paradigmatique de fort. Donc, on a ces deux séries, et c'est le cas toujours. Hein, vous voyez, alimentaire, vous avez complémentaire, exemplaire, unitaire, avec pour justifier la suffixation en R, et puis pour alimentaire, vous avez aliment. Il n'y a pas tellement de mots construits sur aliment, mais on peut, c'est une base autonome qui peut se construire qui peut apparaître dans toutes sortes de phrases. Donc il y a bien un ensemble paradigmatique dans lequel apparaît l'élément aliment. Pour drôlerie, vous avez la série qui correspond au suffixe -erie, bizarrerie, gaucherie, niaiserie, etc. Et puis pour la base, drôle, vous avez drôle, drôlet, drôlement. Bien. Alors on verra, c'est important de le noter, ça en préalable, parce qu'on verra que là où ça pose problème, parfois l'analyse, c'est quand il n'y a pas, quand il y a une des deux séries qui manque. Donc la compositionnalité et donc la diagrammaticité va pouvoir être jugée à l'aune de l'existence de cet étayage paradigmatique par les deux séries. Deuxième point, la question de la productivité des morphèmes. Alors ça, c'est un point intéressant que note Apothéose. Quand on parle de la productivité des morphèmes, on parle en fait de trois choses différentes qu'il faut bien distinguer. On peut d'abord considérer la productivité d'un morphème au sens du nombre des unités lexicales dans lesquelles le morphème est attesté. C'est-à-dire, vous prenez le dictionnaire et vous regardez pour plane dans aéroplane, pour nef dans aéronef, combien il y a de mots qui contiennent ce morphème, plane ou nef. Bon, alors, c'est clair que si vous... j'ai pas fait le compte, hein, mais à vue de nez, c'est assez facile d'imaginer que plane ou nef contiennent un nombre d'attestations type beaucoup plus petit que heure, que le suffixe heure qu'on va trouver dans grandeur et dans beaucoup d'autres formes. Deuxième, ah oui, j'ai mis AAB là, c'est ABC, hein, pardon. Deuxième sens de la productivité, cette fois-ci, ce ne sont plus les attestations types, mais les attestations occurrences, c'est-à-dire le nombre d'attestations du morphème dans les usages réels de la langue. Parce que vous pouvez très bien avoir un morphème qui est relativement fréquent ou pas fréquent dans le dictionnaire, mais que ces mots qui existent dans le dictionnaire soient très peu employés. C'est ça la différence là entre les attestations types et les attestations occurrences. Bon, je n'ai pas donné d'exemple ici parce que il aurait fallu, parce que je n'en avais pas sous la main, mais il y a des cas effectivement où on a intérêt à distinguer ces deux situations. Encore une fois, au plan théorique, si vous voulez, la distinction, c'est le cas où la distinction, c'est la fréquence. Disons le nombre de mots portant un morphème dans un état de langue donné du point de vue purement descriptif, c'est-à-dire par exemple dans un dictionnaire d'une époque donnée de la langue, hein, et puis les emplois réels tels qu'ils peuvent être attestés. Hein. Mais ça, c'est très difficile. Je veux dire, de savoir exactement un mot à une époque donnée, est-ce qu'il est très employé, peu employé. Alors bon, maintenant, avec les moyens numériques, Internet, on peut avoir des mesures qui sont peut-être plus fiables, mais ça, l'usage d'Internet, c'est pas tout l'usage de la langue, hein, l'usage oral, etc. Et c'est très difficile de savoir effectivement c'est très difficile de mesurer les fréquences d'usage discursif.
Et puis ensuite, vous avez un troisième type de productivité qui est lié au fait qu'on puisse fabriquer des néologismes avec un morphème. Là, du coup, on n'est plus dans l'idée du nombre d'attestations, qu'il s'agisse d'attestation type ou d'attestation occurrence, mais là, on est dans la vitalité d'un morphème. Alors, j'ai pris l'exemple de itude, qui est, à mon avis, mais là encore, je n'ai pas fait d'études précises et je n'ai pas utilisé une étude précise pour vous dire cela, donc il faudrait vérifier, mais je pense que là, on a peu de chances de se tromper en disant que itude a une vitalité beaucoup plus grande que S qu'on trouve dans tendresse ou is dans franchise, heure. Et comment on voit que cette vitalité est plus grande? C'est quand vous prenez des termes d'usage relativement récent comme swag, au sens, en français, je veux dire au sens de ou hype, au sens de à la mode, stylé, etc., etc. Eh bien, vous ne direz jamais la swaguise de ce personne, ou la swaguesse ou la swagger, mais en revanche, j'ai vérifié, on trouve dans des magazines féminins, dans des forums, on trouve swagitude, hypitude. C'est pas des inventions, ça se trouve vraiment. Alors, il faut aussi, je le note au passage, faire attention aux variétés du français, parce que selon que vous considérez le français de Belgique, du Canada, de France ou le français d'outre-mer, eh bien, vous avez des situations différentes. Par exemple, magasiner en français, il me semble que ça n'est pas employé en français de France. Qu'est-ce que ça voudrait dire, magasiner? Vous, mademoiselle, je sais que vous savez ce que ça veut dire. Non? Pardon? C'est québécois, magasiner, non? Oui, voilà. Eh bien, magasiner, ça veut dire ça. Voilà. Magasiner, ça veut dire faire du shopping. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est une formation à partir de magasin qui n'est pas employée dans le dialecte français dans le dialecte en France du français, si j'ose dire, mais qui est employée au Québec. Alors, maintenant, autre point, donc je reviens sur le plan que je donnais ici. Autre point, donc, la question de la transparence formelle et de la prégnance perceptive. Alors, Apotélos dit la chose suivante, je le cite, on dira d'un dérivé qu'il est formellement transparent si les morphèmes qui le constituent sont aisément identifiables par leur forme, si celle-ci ne présente pas de variation notable par rapport à ses manifestations habituelles, autrement dit, si elle est perceptivement prégnante. Alors, ce que Apotélos vise surtout ici, c'est un ensemble de phénomènes que je ne verrai pas avec vous en cours parce que c'est vraiment de la morphologie, c'est-à-dire ce sont toutes les déformations des morphèmes qui sont liées à leur concaténation. Alors, je vais simplement illustrer. Si vous comparez enlaidir à enjoliver, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que ici la transparence formelle est moins grande que ici? Parce que ici, dans enlaidir, vous avez la base lait avec en et ir, alors que pour joli, vous avez en et, mais vous avez ce v là qui sort d'on ne sait où. Donc au fond, joli v, à la limite, ça pourrait gêner la reconnaissance du fait qu'il s'agit simplement d'un dérivé verbal à partir de joli et de en. Bon, si vous comparez artisanal et amical, vous voyez que vous avez artisan plus al, puis là normalement c'est ami plus al. Mais en fait vous avez un c amical, bon on sait historiquement d'où il vient de amicus latin, mais dans la synchronie c'est un peu étrange, ça pourrait, disons que c'est pas, enfin, je veux dire, moi j'ai du mal à imaginer que même un enfant puisse avoir du mal à reconnaître le fait que amical est dérivé de ami à cause de la présence du C.
Mais si on veut comment dire, décrire les phénomènes morphologiques d'une manière très, disons, rigoureuse, on a effectivement ici un phénomène un peu bizarre. Et même chose pour la différence entre bordélique et angélique. Hein. Bordélique, vous avez bordel plus hic, mais angélique, vous avez un L là, qui apparaît. Ange, normalement, ça devrait être angique si c'était comme bordélique. Hein. Mais angélique, parce qu'ici, évidemment, on a des consonnes étymologiques qui sont restées, et pas seulement pour des raisons historiques, mais c'est là leur origine. Donc, tous ces facteurs-là, la transparence formelle, le fait que la prégnance perceptive puisse être un peu plus faible lorsqu'il y a des bizarreries morphologiques qui apparaissent dans les mots, ça peut être utilisé, c'est utilisé par Apothéose en tout cas, comme argument pour dire que l'iconicité diagrammatique est moins grande, puisque la transparence, on reconnaît moins bien les morphèmes, donc c'est un peu moins transparent. Hein. De même, lorsque les morphèmes sont peu productifs, un morphème peu productif, il va fournir un mot qui va être difficilement reconnaissable. Hein. Aéronef, si on ne l'a jamais entendu, un enfant aura peut-être du mal à deviner ce que ça veut dire. Bon. De même, si on a un déficit d'étayage paradigmatique, mais ça on va le voir après, on peut avoir un problème de transparence. Alors, maintenant, si on a, bon, je vais donc il nous restera à examiner, et c'est ce qu'on fera la semaine prochaine, toutes les causes de la diminution de la grammaticité des unités lexicales en prenant compte de tous ces facteurs qui touchent l'iconicité ici. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.